Ok. Je vais voir si ça marche. Je vais essayer de vous lancer ça en diaporama. Et si je viens ici. Bon, a priori, on est bon. Ok. Je vais juste voir jusqu'où on voit. Quand je dépasse ça, vous me dites, vous dépassez. Je ne peux pas aller plus loin, sinon eux ne me voient pas. Et là, on est bon. Ça va marcher aussi. Ok, comme ça, je suis sûre qu'ils me voient pendant que je fais ma présentation. Non, bah, vous me ferez un stop. Comme ça, au moins, ça vous réveillera. Vous regarderez les petits... mon avancée. Alors, on reprend là où on était la fois dernière. Je laisse ça en attendant. Où est-ce qu'on en était la fois dernière? Pour ceux qui arrivent, bon, ceux qui arrivent en cours de route, toi, c'était... T'avais Madame Van der Wel, là, l'an dernier? Ouais. Ok. Donc, là, on a déjà commencé le cours. On a eu... on a déjà quand même relativement bien avancé. On a déjà eu deux cours. Ouais, deux cours. Donc, je vous demande peut-être, pour ceux qui étaient là, on fait un débrief, non pas depuis le début, mais qu'est-ce qu'on a fait au cours précédent? En bioanatomie. Où est-ce que... C'est parti. Ouais, j'écoute. On a vu que le sucre, Alors, on a parlé des sucres, effectivement. les lipides. On a parlé des lipides aussi. Donc là, pour le moment, on est bien dans la chimie organique. On essaie de voir un peu de quoi est composée la matière. Et on a fait la structuration de la matière sur laquelle on ne revient pas, c'est le premier cours. Et dans l'échelle la plus petite, on a débuté avec tout ce qui était chimie de la matière, chimie organique, et on voit les différentes substances qui composent la matière. Dans tout ça, on a parlé des sucres, donc on a dit qu'il y avait les lipides, les glucides, les protéines principalement, dont on a parlé. Et donc on a fait une grosse partie sur les glucides, donc sur les sucres, en disant les sucres, ils ont un rôle important, ils ont un rôle de structure et un rôle d'énergie. Vous vous souvenez? Ouais. Okay. Le rôle de structure, on l'avait terminé le cours d'avant. Vous vous souvenez, on avait terminé là-dessus, où j'avais le slide sur l'ATP et l'ADN, en disant il y a un sucre là-dedans, mais il ne sert à rien en termes d'énergie, il est juste là pour... voilà. Et il va finir son cours comme ça. Donc, il est... Ah, mais d'ailleurs, moi, je m'approche pas de vous. Si je m'approche, vous mettez un stop aussi? Il est très bon mettre des stops. C'est bon. Comme ça, vous m'entendez. Alors, donc l'idée, c'était, on avait les sucres de structure. Ça n'est pas la marque du masque. On a les sucres de structure et puis on a les sucres énergétiques. De quoi on a parlé dans les sucres structure? C'est bon, on a déjà fait. Sucre énergétique, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, hop, elle était partie avant toi. On a dit que le sucre comme source d'énergie était parfaitement l'ADN, l'ARN et l'ATP. Ok, c'est pas celui qui est dans l'ADN, l'ARN et l'ATP, c'est pas ce sucre-là. On verra qu'il y en a ailleurs, hein, mais donc c'est pas ce sucre-là. Et c'est quel sucre alors? Le sucre qui nous sert d'énergie. On passe le relais. C'est pas ça qu'il voulait dire. Le glucose. Donc le glucose, on a beaucoup parlé du glucose, effectivement c'est la source un peu classique. Et on a vu que le corps, est-ce qu'il a toujours le sucre? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je parle vite, mais on dit tout 3 fois, 4 fois. Les autres pourront en attester à un moment. Si c'est pas la première fois qu'on a compris, c'est la deuxième ou la troisième. Donc, on disait sucre, glucose. Le corps humain, comment est-ce qu'il stocke le sucre? Sous forme de glucose? Il y a une tête qui se gratte, ça veut dire qu'il y a une idée qui arrive. Sous quelle forme? Où est-ce qu'on stocke le sucre? Dans le foie. On est bon. Donc on stocke le sucre dans le foie et les êtres vivants du règne animal, ils vont toujours stocker sous forme de glycogène. Vous vous souvenez? Donc c'est des chaînes de glucose. Okay. On a vu que les plantes, c'est pas seulement qu'elles stockent le sucre, c'est qu'elles fabriquent le sucre, hein, c'est la photosynthèse, c'est le rôle des plantes. Elles fabriquent les sucres et elles les stockent aussi puisqu'elles ne les utilisent pas directement. Et là, c'est plutôt sous forme d'amidon, on a vu, ou de cellulose. Et on a dit la cellulose, nous, on ne sait pas la dégrader, donc on ne sait pas utiliser le sucre qui est coincé dans la cellulose, mais on utilise le sucre qui est coincé dans l'amidon. Ok? Et dans d'autres, dans le fructose, dans le lactose, on utilise tous les sucres qu'il y a moyen d'utiliser. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, le sucre, il est principalement fabriqué par le règne végétal. Okay. Nous, on l'utilise. On est des bons recycleurs, hein, c'est ce que vous avez dit.
Nous, on recycle. Et donc, on va aller décomposer ce sucre-là. Et soit on l'utilise directement, soit on le stocke. Si on l'utilise directement, ou si on va chercher dans nos stocks pour l'utiliser, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on a vu, c'était le cours précédent. Le sucre énergétique. C'est quoi l'énergie du bois? C'était pas, tu voulais ton bic ou tu... ATP, ok. Donc il y avait l'ATP. Donc on vient de dire le sucre, c'est un sucre de structure dans l'ATP, et puis là on parle d'ATP. Donc on a vu que, effectivement, l'ATP elle a un sucre dans sa fabrication, c'est une grosse molécule, ok, adénosine triphosphate. On a vu que l'adénosine c'est adénine et un sucre, et 3 phosphates. Donc c'est une grosse molécule, et effectivement elle sert de batterie chargeable et déchargeable, c'est ce qu'on a vu là au cours précédent. Et donc c'est elle qu'on charge grâce au sucre. Le sucre qui est dedans, il reste dedans, c'est un sucre de structure, il ne sert à rien. Mais par contre, charger et décharger, c'était quoi? Comment on décharge l'ATP? On enlève un phosphate. Donc on devient 2 phosphates plus un phosphate. Et on recharge en remettant le 3e phosphate. Donc adénosine triphosphate, 3 phosphates, c'est chargé. La pile se déplace. Elle va aller dans la cellule là où il y a besoin d'énergie. Et pour relarguer l'énergie, elle casse la liaison, donc elle libère un phosphate et elle file l'énergie quelque part à la cellule ou à la partie de la cellule qui en a besoin. Ça marche? Donc ça, c'était mon fonctionnement de mon ATP. On avait dessiné l'ATP. Attendez, je vais avancer dans les slides. Je ne sais pas si ça va marcher du coup. Ah. Ok. Les autres, vous aurez les PowerPoint sur Smart School. J'ai gâché le suspense. Ici, mon adénosine triphosphate que j'avais redessiné, et c'est vraiment quelque chose d'important, donc on va le garder en tête, avec ici, donc il y a un sucre de structure dans cette boule mauve là que je dessine, et alors on avait 1, 2 et 3 phosphates. Et donc c'est bien la libération ici de ce phosphate là qui décharge la pile, et on remet le phosphate pour recharger la pile. Donc, ce petit ATP qui se balade, il faut le recharger. On a compris que c'était le sucre qui était la source d'énergie, donc c'est le sucre qui va permettre, c'est l'énergie qu'il y a dans le sucre en tout cas, qui va permettre de recharger ma pile. Où ça? Où est l'usine de rechargement des piles? Dans la cellule. Dans la mitochondrie. Donc la mitochondrie, c'est la petite usine de ma cellule qui permet le chargement de mes piles. Ok? Ouais. Ici. Et donc on a vu que c'est au niveau de la mitochondrie qu'on a, en tout cas, l'usine la plus performante. Est-ce que tout se passe dans la mitochondrie? Est-ce que tout a lieu dans la mitochondrie? Non. Non? Il y en a qui fassent stop. Voilà. Donc en gros, on a notre cellule du cytoplasme, le liquide, la gelée en gros de la cellule, ce qui est à l'intérieur de la cellule, et on a des organites. Un des organites, c'est la mitochondrie. Oh, un des organites, c'est la mitochondrie, mais la réaction de fabrication, donc de rechargement d'ATP, elle a lieu de manière plus efficace dans la mitochondrie, mais ça commence à l'extérieur de la mitochondrie, ça commence dans le cytoplasme. Donc le sucre, il est d'abord décomposé dans le cytoplasme. On avait fait le schéma du sucre en disant, un sucre, c'est un ose, donc c'est quelque chose comme ceci, sachant que chaque intersection c'est un carbone, vous vous souvenez, ou un oxygène, dans le cas ici il y en a un qui est oxygène, mais si on met rien c'est un carbone. Et donc ici, notre sucre, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il, avant de rentrer dans la mitochondrie, est-ce qu'il rentre comme ça dans la mitochondrie, sous forme cyclique? Qu'est-ce qui se passe d'abord? Crac, il se casse en deux. Ok, donc d'abord il se casse en deux pour former 2 molécules. Donc il se casse ici, on a vu que ça formait 2 molécules à 3 carbones. On appelle les pyruvates. Okay, donc on obtient d'abord 2 pyruvates, et ça c'est dans le cytoplasme, à l'extérieur de la mitochondrie. Donc dans la cellule, mais à l'extérieur de la mitochondrie. Donc première chose, c'est ce qu'on va appeler ma glycolyse. Okay. C'est
pas la glycogénolyse. La glycogénolyse, c'est je casse du glycogène. Glycolyse, c'est je casse du glucose. Tout ça. Glycolyse, boum, je casse mon glucose en 2 pyruvates. Ça, c'est prêt pour rentrer dans la mitochondrie. Okay, et on a dit, ben, il y a 2 possibilités. Soit ça continue des réactions chimiques dans le cytoplasme, moyennement efficaces, soit ça rentre dans la mitochondrie, ça c'est plus efficace. Ça fabrique plus d'énergie. Ça va? Donc 2 réactions possibles ici. C'est, ici on n'a que en version aérobiose, donc soit ça rentre dans la mitochondrie, et ça va faire ici mon cycle de Krebs et ma phosphorylation oxydative. Les 2 étapes de ma réaction, et c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Hein. Donc c'est bien ce qui va décomposer un sucre pour faire de l'énergie. C'est pour ça qu'on respire, pour fabriquer de l'énergie. Et donc on avait vu qu'il y avait d'abord le cycle de Krebs qui était toute une chaîne de réactions qui allait charger des piles intermédiaires, hein, qui s'appelaient NADH et FADH2. NADH et FADH2 étaient chargés lors de la première étape, qui est toute une chaîne de réactions. Les pyruvates sont transformés en toute une chaîne de réactions. Et chacune de ces réactions libère un petit peu d'énergie pour recharger des NADH et FADH2 et DH+. Et c'est ça qui est transféré vers la 2e étape de la réaction, ma phosphorylation oxydative. Okay, et la phosphorylation oxydative, c'est ce que vous devez absolument être capable d'expliquer. On va vite revoir ça quand même, c'est un truc important. Donc ça, c'est ma 2e étape. Si maintenant, donc pour ça, il me faut de l'oxygène. C'est de la respiration, donc il me faut de l'oxygène. Okay, pour que ça continue dans la mitochondrie, il faut de l'oxygène, parce que, je vous avais dit, c'est comme une chaîne. Il faut que l'oxygène, il est nécessaire à la fin de la réaction, mais hop, ça évacue le dernier, ça fait rentrer encore quelque chose. Ça évacue le dernier, ça fait rentrer un nouveau. Quand il n'y a plus d'oxygène, la chaîne est bloquée. Et du coup, il n'y a plus rien qui rentre. S'il n'y a plus rien qui rentre, donc si les pyruvates ne savent plus rentrer dans la mitochondrie pour être décomposés et libérer de l'énergie, bah, du coup, ils restent à l'extérieur de la mitochondrie, donc ils sont toujours dans la cellule, mais ils restent au niveau du cytoplasme. Et là, ils font une transformation sous forme de lactate ou acide lactique. Okay, et donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie qui est fabriquée en anaérobiose, donc quand il n'y a pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, ils ont un système, un plan B. Et le plan B, c'est, bah alors, on transforme en lactate, et ça libère un petit peu d'énergie, quelques ATP. Ça permet de recharger quelques ATP, okay, mais pas beaucoup. Okay. La version la plus efficace, avec mes 38 ATP, c'est celle-ci. Ça charge. Alors, la première étape, pas grand-chose. La 2e étape, beaucoup. Ça va? Cette première étape, on a dit, ça nous est du NADH, donc le cycle de Krebs, qui me recharge des NADH, FADH2 et DH+. C'est ça que ça produit. On s'en fout de toutes les étapes. On retient qu'on a du NADH, FADH2 et DH+. Ça passe dans la 2e partie. Et c'est ce qu'on avait expliqué ici. Donc ça, c'est la première partie avec le chargement. Hein. Donc on voit bien qu'on fabrique des NADH, DH+, et ici, FADH2. Ensuite, j'avais été beaucoup plus loin, c'était ça. J'avais fait un saut, on va continuer. Donc, on va y arriver. J'ai fait un sérieux saut. Voilà. On avait dit, ben, si on prend ce schéma-là, on a bien mes 2 pyruvates qui rentrent dans ma mitochondrie du coup et qui vont suivre le cycle de Krebs et puis ensuite aller à ma phosphorylation oxydative. Ça, c'est pour le côté un peu où est-ce que ça se situe. Comment est-ce que ça se passe cette 2e étape? On avait vu que la mitochondrie, elle avait 2 membranes. Vous vous souvenez, une membrane externe et une membrane interne. Et donc, ça veut dire qu'il y a la membrane interne, elle délimite la matrice, la partie interne de la mitochondrie. Et la membrane externe, elle fait l'extérieur. Et du coup, une partie intermédiaire entre la matrice et la partie extérieure. Donc, on va avoir ici ce qui délimite l'extérieur. Là, c'est la matrice qui est délimitée. Et entre les deux, c'est la zone intermembranaire.
Elle est importante ici. Hein. Donc, cette zone intermembranaire, c'est ici que se passe cette réaction. La phosphorylation oxydative. Pourquoi? On avait vu que... Donc ça, c'est bien l'espace intermembranaire. Hein. Dans la matrice, on avait le cycle de Krebs, qui avait lieu. Hein, les pyruvats sont rentrés. Ils sont ici, ils suivent une chaîne de réaction. Hein, acétylcoenzyme A, puis chaîne de réaction. Résultat, on a du NADH fabriqué. Ok. Et mon FADH2, il n'est pas dans mon schéma ici. On a du NADH et FADH2, okay, qui sont donc mes intermédiaires. Et on a vu ici que ces intermédiaires-là, ils rentrent dans une deuxième réaction, et cette deuxième réaction, elle se passe au niveau de cette fameuse membrane, en fait, la membrane interne. Et ce qu'elle va essayer de faire, donc les NADH et FADH2 qui sont fabriqués par la première étape, ils vont permettre la sortie de H+, pas sortie de la mitochondrie, hein, entre les deux membranes. Okay. Du coup, on se retrouve avec beaucoup de H+, entre les deux membranes, en tout cas plus entre les deux membranes que dans la matrice. Okay. Et donc, du coup, on a cette matrice dans laquelle on a une fabrication de H+, qui sont directement éjectés vers l'espace intermembranaire. Et résultat, ben, ici, NADH, si vous regardez, ben, si on a du NADH qui devient du NAD+, plus H+, on avait vu qu'en termes de charge, c'est qu'il y avait des électrons qui étaient perdus. Okay, on était à un truc neutre, ça devient positif, donc c'est qu'il y a des charges négatives qui ont dû partir quelque part. Ces charges négatives, c'est celle-là. C'était un flux d'électrons. On avait dit les électrons, c'est un peu comme de l'électricité, donc en quelque sorte, ça met des petites décharges à, ce qu'on verra plus tard, des protéines transmembranaires, mais donc ça met des petites décharges à des éléments qui sont justement dans cette membrane. Ces petites décharges, c'est l'énergie suffisante pour faire remplir et pousser les H+ vers l'extérieur. Okay, donc il y en a déjà beaucoup à l'extérieur, et donc il faut de l'énergie pour en mettre encore plus. Okay, parce qu'habituellement, ben, une fois que tu as la même chose de part et d'autre d'une membrane, tout s'arrête. Okay, c'est équilibré, on est bon. Donc pour pousser un endroit qui est déjà chargé, il faut de l'énergie. Donc ici, ça pousse les H+ vers cette zone entre les deux membranes. Qu'est-ce qui va se passer? Tous ces H+ qui sont emprisonnés entre les deux membranes, ils vont chercher tous les moyens possibles pour revenir vers l'intérieur, parce qu'il y en a beaucoup moins à l'intérieur. Ils sont tous éjectés vers l'extérieur, ils vont essayer de naturellement rééquilibrer les deux. Vous vous souvenez de ça? Ouais. Résultat, ici, il y a une petite décharge électrique qui fournit suffisamment d'énergie pour faire sortir les H+. Et tous ces H+, qui sont ici, ils vont tout seuls revenir ici à travers une grosse protéine, qui est, j'avais dit, une sorte de grosse turbine. C'est exactement le même fonctionnement qu'un barrage hydroélectrique, en gros. Et donc du coup, ces H+, ils vont retraverser cette protéine, et en traversant cette protéine, quelque part, ben, ils fournissent l'énergie, un peu comme un moulin, l'eau là qui faisait tourner la turbine, eh bien, ça va fournir l'énergie suffisante pour fabriquer de l'ATP. Pour dire, bah ok, cette énergie, c'est vraiment comme un moulin. On est d'accord qu'on va avoir un truc qui tourne et ça va fournir de l'électricité, on va avoir un truc qui tourne et ça va permettre de broyer quelque chose, donc donner une force mécanique. Okay, donc c'est toujours des manières de transformer de l'énergie, hein, c'est des transferts d'énergie. Et bien ici, de nouveau, ce flux de H+, qui passe à travers, ça fournit l'énergie nécessaire à fabriquer des ATP. Okay, c'est l'usine à fabrication des ATP. Donc on a des ADP et ça vient mettre le phosphate manquant. Donc ça vient ici remettre le phosphate manquant au niveau de l'ADP. Donc on a du phosphate, de l'ADP, adénosine triphosphate. Phosphate, adénosine diphosphate, adénosine triphosphate. Ça va? Et donc ça vient comme ça charger les ATP. Et ça c'est l'ATP synthase. Ok? Donc ça c'est l'endroit typique où grâce à un flux de H+, ça fournit l'énergie nécessaire à recharger la batterie qui est l'ATP. C'est clair pour tout le monde ça? D'office, il y a quelqu'un qui aura cette question-là. Si c'est un oral, il y a quelqu'un qui la pioche. Si c'est un écrit, je vous demande d'office un lien avec ça. Okay, donc ça, c'est vraiment une partie de la matière qui est hyper importante. Et donc c'est bien, ici, ça n'est pas le schéma du cycle de Krebs. Chaque fois que j'ai demandé en oral, on m'a dit oui, c'est le cycle de Krebs. Mais non, c'est justement pas le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, il a eu lieu et on est à l'étape d'après. Ça, c'est la phosphorylation oxydative. Ok? Donc le titre de ce graphique, c'est phosphorylation oxydative.
C'est ça le sucre comme source d'énergie. Donc le sucre, il était à l'extérieur, il est transformé en pyruvate. Les pyruvates rentrent, ils sont ici transformés. Ils permettent de recharger des NADH, qui eux-mêmes vont permettre de recharger des ATP. Okay, ça, c'est le sucre énergétique. C'est comme ça qu'il fonctionne. On voit que ici, c'est la version simple. On a du glucose qui est en pyruvate et tout ça. Il y a d'autres sources. Dans certains cas, le corps, s'il n'y a plus de sucre, il va aller chercher des graisses. Et il arrive aussi à faire rentrer des lipides dans le cycle de Krebs. Il change un peu la modification, enfin la cellule, la molécule, je vais y arriver. Il change un peu la molécule, mais il sait aussi le faire rentrer dans le cycle de Krebs. Quand il n'a plus de lipides, il va prendre quoi? Il n'y a pas de sucre, pas de lipides. Qu'est-ce qu'il prend? Les lipides, c'est la graisse. Il n'y a pas de sucre, pas de graisse. Les protéines. Il va taper dans les protéines. Okay, et donc ça, c'est hyper important. Et vous allez voir qu'il y a plein d'impacts là-dessus. Les déficits en protéines, il est connu. Hein. On a tous vu ces pays où il y a une famine incroyable avec les petits-enfants avec le gros ventre là. Ce gros ventre, c'est de l'eau en fait qui est là dans le ventre et c'est lié à un déficit en protéines. Donc ça veut dire que cet enfant-là, il a déjà été cherché dans ses stocks de sucre. Il est malnutri, donc il n'est pas suffisamment nourri, donc il n'y a pas d'apport suffisant. Du coup, il a été cherché dans son foie, il a vidé tous ses stocks de sucre. Ensuite, il a été cherché dans ses graisses, et puis il n'a plus de graisse, et donc là, il va commencer à aller chercher dans ses protéines. Okay, c'est la malnutrition sévère. Okay, et donc, justement, le corps, il prend en dernier recours les protéines, et on verra plus tard en biologie avec la circulation sanguine que la quantité de protéines, c'est ce qui va maintenir aussi le volume sanguin. S'il y a moins de protéines, bah, tu as de l'eau qui sort du sang et qui va du coup dans l'abdomen. C'est de l'eau en fait. Les ventres tout gonflés, c'est lié à un déficit en protéines. Donc, source d'énergie première, le sucre, ensuite les lipides, ensuite les protéines. On revient donc à là où on était, on a fini les sucres, je le réexplique parce que c'est la partie plus complexe. Les lipides, je ne vous refais pas le cours de la semaine dernière. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on retient des lipides, principalement? Les lipides, c'est donc bien les graisses, hein? Oui. Ouais. On a les simples et les complexes. C'était quoi la différence? Donne-moi un exemple de complexe. Ouais. Attends, je suis toujours à protéines. Je vais essayer de retrouver le bon truc. Ici. Encore un tout petit peu. Et donc on avait effectivement les simples et les complexes. Les lipides simples, les lipides complexes, c'était les phospholipides et les stéroïdes. Okay. Phospholipide, c'est un lipide avec un phosphate, donc il est complexe. C'est un lipide un peu pimpé, quoi. Et sinon, dans les simples, on a les acides gras, les triglycérides et les sérides. Okay. Qu'est-ce qu'on avait vu encore? Donc il y avait simple et complexe, mais dans les simples, on a fait une autre différenciation. On est allé en détail. Il y avait quoi? Simple, complexe. Et si on regarde les acides gras, on a les saturés et insaturés. C'était quoi la différence? Plein de H. Il y en a un qui est saturé, donc il est full H. Résultat, il n'a que des liaisons simples, hein, on avait dit. Tous ces carbones ont le nombre de H nécessaire. Donc carbone, hop, hop, carbone, carbone, carbone. Et donc lui, il est à 3H. Le carbone, c'est faire 4 liaisons. Hein. Donc à 4, il est plein. Ok. Donc ça, c'est quand il est saturé, full hydrogène. Et la version insaturée, c'est quand il aurait perdu un H. Et donc du coup, ben, lui, il va y avoir trop de... Il en a perdu 2 en réalité. Il va y avoir pas assez de liaisons. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une double liaison. Vous vous souvenez? Non, c'est moi qui... Hop, il en a perdu 2, mais pas au même endroit. Okay. Et donc ici, il va faire une double liaison. Ok. Il y a 2 carbones qui ont perdu un H. Résultat, on a une double liaison. Et c'était quoi l'implication? Pourquoi on a parlé de ça? Quelque part, on n'est pas en chimie. Pourquoi on parle de cette double liaison? Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça change la forme. Hein. C'était le truc, d'un coup, tac, il y a un angle. On a vu les petites pattes. On a pris l'exemple des phospholipides, ou même des acides gras aussi.
en disant ben, on va avoir du coup une chaîne qui change de forme. Et de nouveau, quelle est l'implication? Pourquoi est-ce qu'en bio on dit ah voilà, ta molécule, ton acide gras, au lieu d'être bien droit, il est de travers? Qu'est-ce que ça change? La dégradation. Et lequel est plus facilement dégradable? Courbé. Celui qui est de travers. Hein? Donc, on avait dit, hein, quand il y a un coude, eh ben, il est plus facile à casser. Et donc, du coup, premièrement, ils sont plus faciles à dégrader, mais aussi, il y avait une sous forme naturelle, à température ambiante. Enfin, température de chez nous, 20 degrés. Quelle était la différence? Il y en a un qui prenait plus de place. C'est lequel qui prend plus de place? Celui qui a une double liaison, hein, ok? Donc l'insaturé, il a une patte de travers, donc on ne sait pas bien les serrer. Résultat, nous à l'œil nu, qu'est-ce que ça change? Hein, si tu mets des molécules très serrées ou des molécules moins serrées, c'est quoi la différence? Les molécules très serrées, ça donne quoi? Solide. Donc en gros, c'est le beurre, par exemple. Et les insaturés, ça va donner plutôt les huiles liquides. Ok? Et on parle beaucoup des huiles végétales, et vous avez tous vu l'huile de palme. L'huile de palme, sauf si il fait bien chaud, l'huile de palme, elle se rigidifie. Hein. Ça fait des paquets. Donc c'est pour ça que l'huile de palme, elle est décrite en disant c'est une mauvaise huile végétale. Donc normalement les huiles végétales sont toujours bonnes, ça. Mais l'huile de palme est censée être une mauvaise huile végétale. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle est saturée. Okay. Raison pour laquelle d'ailleurs c'est une huile qui est solide, qui se solidifie facilement en tout cas. Ok? Donc, saturé, insaturé, du coup on a vu la version... ah oui, et ici, pardon, c'était bien. Dans les complexes, les phospholipides qui sont... On les trouve où les phospholipides? Pourquoi on en a parlé? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier les phospholipides? Ouais, il y a une histoire de polaire et apolaire. Ils ont une tête attirée par l'eau et des pattes qui ne sont pas attirées par l'eau. Et pourquoi la tête est attirée par l'eau? Ben, tout simplement parce qu'elle contient un contenant phosphate qui est chargé négativement. On avait vu que l'eau était polaire et qu'elle attirait ce qui était chargé. Okay? Donc c'est particulier parce que les acides gras, sinon les autres, ils ne sont pas chargés. Et celui-ci, il va être chargé. Et donc du coup, ça va orienter les phospholipides. Donc ça, c'est mes glycérides et mes triglycérides. Saturés et insaturés, on voit le coude des insaturés. Et ici, mon phospholipide, qui a donc cette tête hydrophile et cette petite patte hydrophobe. Je vous avais dit, ça a un rôle hyper important dans le développement de la vie, hein, tout simplement, mais parce que, du coup, les têtes vont toujours s'orienter vers la partie avec de l'eau, vers le liquide. Et donc, c'est ce qui va faire que le vivant, la cellule, hein, donc l'organisme vivant plus petit, va s'organiser avec une double couche. Okay, avec toutes les têtes vers le liquide extérieur, et puis une autre couche avec toutes les têtes vers l'intérieur. Okay, et donc on se retrouvait avec une double couche tête bêche. Vous vous souvenez? Donc tête bêche dans le sens où ils ont tous les deux les pattes l'une vers l'autre, donc on va avoir une molécule comme ça et une molécule dans l'autre sens. Okay, avec de l'eau à l'extérieur et de l'eau à l'intérieur de la cellule. Donc c'est ce qui va faire cette double couche qui va encercler le milieu intérieur du milieu extérieur. Le milieu intérieur, c'est le cytoplasme avec les pléborémiques, le noyau et tout. Ou pas de noyau si on est dans une bactérie. Ça va? Donc c'est pour ça qu'on a parlé des phospholipides, parce que c'est vraiment quelque chose de caractéristique. Ensuite, on a parlé du cholestérol, qui est un complexe aussi, et qui était le précurseur de pas mal d'hormones, testostérone, œstradiol. Donc on a vu que c'était utile pour la fabrication des hormones du vivant. Maintenant, on va passer aux protéines. Protéines, ok, ouais. On continue. Du coup, on va... Désolé, comme on a commencé tard, on va pas faire les 5 minutes de pause que je fais d'habitude entre les 2 heures. On va y aller directement jusqu'à midi ou midi moins 5. Bon. Okay. Et donc, les protéines. Donc on a eu les glucides, donc les sucres, les lipides, les graisses. Et maintenant on voit les protéines. Les protéines, c'est principalement une chaîne d'acides aminés. Okay.
Donc sa matière première, ce sont des acides aminés. On a eu pour les glucides, la matière première, c'est les sucres, hein, glucose, fructose, ce genre de choses-là. Ici, la structure première, ce sont des acides aminés. Donc, la protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Et un acide aminé, c'est ça. Un acide aminé, c'est toujours la même structure. Donc, de nouveau, on a des chaînes de carbone, on a de l'azote ici. Donc, en gros, vous retenez surtout le COOH et le NH2. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté COH et un côté NH2. Dans un acide aminé, il a un côté COH, un côté NH2. Et à ses pieds, il va avoir ce qu'on appelle un radical. Donc, ça varie. Okay, ça peut changer. C'est remplacé chaque fois par un truc différent. Tous les acides aminés sont toujours NH2COH. Et puis, ils ont par contre chacun un différent radical. Pourquoi c'est important? On l'a vu aussi pour l'ADN, hein, on a un peu parlé des échelles de l'ADN. Mais ici, les protéines, c'est la même chose. Ils vont pouvoir s'enchaîner les uns après les autres parce que le NH2 va venir se lier à cette partie-ci. Okay, donc, si on veut continuer le schéma, en gros, on aurait donc plus mon NH. J'ai mon petit carbone, un autre carbone, et ici, OH et O. Okay, et lui aussi, il est porteur d'un radical quelconque qui va être différent des autres. H, là j'ai mon radical. Donc pourquoi c'est important? C'est parce que le fait qu'ils aient toujours la même structure, avec juste ça qui change, ça leur permet de faire comme tu construirais un rail dans un truc pour des rails de train pour un gamin, quoi. C'est un jouet, quoi. Ils viennent tous s'enchaîner les uns après les autres. Et c'est ce qui permet vraiment de faire ce que moi j'appelle le collier de perles, mais vous allez voir, c'est vraiment schématisé comme une sorte de collier de perles. Avec chaque perle qui a sa couleur, ou en tout cas sa caractéristique, délimitée grâce au radical. Ok? On a combien de radicaux différents? Il y a combien de radicaux différents? Que nous on utilise une vingtaine. Okay? Donc en gros, on est capable de faire une vingtaine d'acides aminés différents. Ok? Donc on a 20 acides aminés différents. Alors on verra qu'il y en a certains qu'on va aller... C'est 12 et 8 normalement. Donc il y en a certains qu'on va aller chercher dans notre alimentation, parce que de nouveau, j'avais dit on recycle. Nous, on est les rois du recyclage. Donc on va aller chercher dans l'alimentation et on va les réutiliser. Hein. Donc on a par exemple un long collier de perles, de nouveau, comme les sucres. Hein, on les décompose en petits acides aminés et on réutilise pour fabriquer des nouveaux trucs. Okay, on va chercher la matière première, on la digère et puis on la réutilise. Ça, c'est l'unité qui reste telle quelle. Après ta digestion, il te reste un acide aminé. Et il reste comme ça, tu le réutilises comme ça. Et puis il y en a quand même certains qu'on arrive à fabriquer nous-mêmes. Certains qu'on arrive partiellement à synthétiser, ou en tout cas on part d'une matière première, on le modifie un peu et on a fabriqué un nouvel acide aminé. Mais donc ceux qu'on doit trouver, qu'on n'est pas capable de fabriquer nous-mêmes, on doit le trouver dans notre alimentation. Okay? Raison pour laquelle l'alimentation doit être riche en protéines, elle doit être diversifiée, les sources de protéines doivent être diversifiées, ça vient de là, ça vient du fait que, il y en a qu'on ne sait pas fabriquer nous-mêmes, donc si tu ne le manges pas dans ton alimentation, bah, il te manque cet acide aminé-là. Oh, du mal. Ok? Donc deux possibilités, tu le fabriques ou tu vas le chercher dans ton alimentation. Ils vont donc s'enchaîner comme ça, et en fait, cette partie-là, quelque part, c'est le rail, donc on s'en fout un peu. C'est ça qui nous intéresse, c'est le radical. C'est quel enchaînement va se mettre l'un derrière l'autre. Okay? Donc on a une première liaison chimique qui va se faire, qui est ici ce NH2 avec le COOH, et vous allez voir que ça va libérer de l'eau. Quand ça fusionne, il y a de l'H2O qui s'en va. C'est important, hein, parce que vous allez voir, on verra, on a parlé de l'eau, et là par exemple c'est l'eau métabolique, et donc on fabrique nous-mêmes de l'eau. Quand on fabrique une protéine, en fait, il y a de l'eau qui s'échappe. Et pour fabriquer une protéine, une chaîne de protéines, il y a de l'eau qui s'échappe. Et donc à votre avis, pour casser une protéine,
Pour casser la liaison, qu'est-ce qu'il faudrait? Et comment tu la sépares? Si quand tu les fusionnes, tu as une molécule d'eau qui s'en va, pour la casser, tu viens avec une molécule d'eau. Okay. Donc il va falloir d'autres éléments, mais il faut amener de l'eau pour casser une molécule, pour casser une protéine en 2 acides aminés. Okay. C'est ce qu'on va appeler l'hydrolyse. Hydrolyse. Lyse, c'est toujours casser. Hein. Glycolyse, glycogénolyse. Lyse, ça veut dire ciseau. Quoi. Lyse, on casse. Et donc hydrolyse, je casse avec de l'eau. Ça marche? Et donc hydrolyser une protéine, c'est séparer les acides aminés grâce à l'eau. Ça va? Et du coup, quand on fabrique de l'eau, on appelle ça une condensation. On condense 2 acides aminés et ça nous crée une chaîne et ça libère de l'eau, ça c'est la condensation. Ça marche? Donc ici, mes acides aminés, j'en fais une petite chaîne. Donc 20 différents. Les 8 qu'on ne sait pas fabriquer nous-mêmes. Et donc ma condensation, ça me donne, donc les uns après les autres, ça va me donner une chaîne d'acides aminés. C'est ce qu'on va appeler un polypeptide. On va arriver au dessin. Donc on n'est plus dans la TP, hein, c'est plus du tout ça. Donc maintenant on est dans les protéines. Et donc mes protéines, c'est bien un enchaînement d'acides aminés. Et vous voyez bien qu'à un moment, on n'écrit même plus le CNH2COOH, parce que quelque part on s'en fout, on n'écrit plus que le radical. Okay, donc on a compris qu'ils s'accrochaient les uns aux autres, mais ce qui nous intéresse, c'est les différents radicaux, les 20 différents radicaux. Du coup, condensation, c'est t'en as 2 qui s'accrochent. Ça fait comme ça une chaîne. C'est ce qu'on va appeler la structure primaire. La structure primaire, c'est l'ordre dans lequel tu les mets. Vert, jaune, 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 vert, rouge, orange, mauve, jaune. Ok? L'ordre dans lequel on le met. Ça, c'est la structure primaire. Chaque année, je pose des questions là-dessus et chaque année, ça patauge alors que c'est de la matière du secondaire. Donc, structure primaire, il faut vraiment bien la comprendre. Vous allez voir pourquoi. Donc, la structure primaire, c'est l'enchaînement. Dans quel ordre on les met? Ensuite, la structure secondaire, c'est selon l'ordre dans lequel tu les mets, tu vas avoir soit la formation d'une hélice, qu'on appelle l'hélice alpha, c'est-à-dire que en fait, les acides aminés, les perles se mettent les unes après les autres, mais avec un angle particulier, et donc ça va donner une sorte d'hélice. Okay, ça donne une sorte de tourbillon comme ça. Okay, soit en feuillet plissé bêta, ça va faire quelque chose de comme ça. Une perle, une perle, une perle, une perle, un truc comme ça. Ok? Donc ça, c'est la première étape qui est la structure secondaire. Structure primaire, c'est dans quel ordre tu les mets. Structure secondaire, elles vont se mettre en hélice ou bien elles vont se mettre en feuillet. Ensuite, la structure tertiaire, c'est le fait qu'on va avoir des radicaux qui sont aussi chargés positivement, des radicaux chargés négativement. On va avoir des hydrogènes, des soufres, et tous ces éléments-là dans les radicaux, hein, hydrogène et soufre, selon le type de radical, il y a certains radicaux qui s'attirent et certains radicaux qui se repoussent. Et donc vous imaginez assez aisément que si maintenant j'avais fait un collier de perles, avec des aimants positifs et négatifs par exemple, si je le lâche, qu'est-ce qui va se passer? Les positifs et les négatifs vont s'attirer les uns vers les autres, et les positifs positifs ou négatifs négatifs vont se repousser. Okay, selon que j'ai mis juste des aimants que sur les extrémités. Si je mets que des aimants à l'extrémité, qu'est-ce qui va se passer? On est d'accord, il se referme. C'est tout, ça reste souple. Si maintenant, au milieu, j'en mets encore un, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, il va être attiré. Et du coup, je me retrouve avec une sorte de trèfle. Enfin, non pas, avec 2 boucles. Et donc, si maintenant, au lieu de le mettre au milieu, donc les 2 extrémités et au milieu, je le déplace et je mets mon aimant là, j'ai de nouveau la boucle qui se forme, et puis une petite boucle et une grande boucle. On est tous d'accord? Donc, selon où je le positionne, vous êtes tous d'accord que ça change la structure finale. Ça a changé la forme du collier au final. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ces structures primaires, selon où le truc se trouve dans la chaîne, ça va changer sa forme. Soit une petite boucle, soit une grande boucle. Okay, et donc, l'ordre dans lequel tu le mets a toute son importance. Parce que si, au lieu de le mettre au milieu, tu le fabriques, ton corps fabrique cette protéine en le mettant décalé vers la droite, ben c'est plus la même chose. Si moi j'ai un collier que je voulais, donc je vous dis ma chaîne, je mets 2 éléments qui s'attirent aux extrémités, par exemple, et un
au milieu. Et entre ça, c'est de la théorie, hein, donc on s'en fout. L'idée c'est, hop, j'ai d'autres acides aminés, plein de trucs différents. Ok. Et ici j'en ai encore. On va faire des liaisons plus grandes parce que j'en ai marre de faire des petites boules. Ok, hop, on va décréter jusque là. Si maintenant je lâche cet élément-là, je vous ai dit, si ça s'attire, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir les deux extrémités par exemple qui s'accrochent. Et alors celui du milieu qui va arriver aussi. Et résultat, je vais avoir quelque chose par exemple comme ça. Et ici, même chose. Ok? Si maintenant je le déplace et que ma boule orange, je l'ai mal mise et je la mets là, hop, ici, on vous disait que c'était ça, et là vous avez compris l'idée, hein, je ne vais pas tous les faire, hop, hop, hop. Si je le lâche, ça va changer mon modèle évidemment. Je vais me retrouver avec une boule orange et l'autre qui est directement collée et une seule boule mauve qui est entre les deux. Et de l'autre côté, ma chaîne qui continue ici, avec une chaîne qui va être beaucoup plus grande. Et qui termine par celui qui est attiré. On est tous d'accord que ce n'est pas la même chose. Pourquoi c'est hyper important pour les protéines? Parce que les protéines, ce qui fait leur fonction, c'est leur forme. Okay? Une protéine, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est sa forme qui donne sa fonction. On verra après que dans la cellule, selon sa forme, elle va pouvoir aider à créer une réaction ou aider à faire passer quelque chose. Et donc son rôle à la protéine, il est déterminé par sa forme. Donc s'il n'a pas la bonne forme, ben, il ne marche pas. S'il n'a pas la bonne forme, il ne marche pas. Donc ça veut dire que si soit tu t'es trompé, ton info primaire elle n'est pas bonne, et l'info elle est où? L'info, la recette de lesquelles tu mets dans quel ordre? Elle est où la recette des protéines? Dans la cellule, elle est où? Comment ton corps il sait que ta boulette orange là, elle doit être là et pas là? Comment? Comment ton corps il sait la recette de la protéine? Dans l'ADN. Dans l'ADN, tout simplement. Et je vous avais dit, tu as toutes les recettes dans l'ADN. Toutes les recettes nécessaires sont dans l'ADN. Parfois, c'est la recette de la protéine, ou parfois, ça te fabrique un intermédiaire qui va te permettre de fabriquer cette protéine. Mais donc, la recette de base, elle est dans ton ADN. C'est dans ton ADN que ça t'explique que c'est là que tu dois mettre ce truc-là, et pas là, et pas là. Ok? Donc, le bon enchaînement des acides aminés, l'ordre dans lequel tu dois le mettre, avec les 20 radicaux possibles, eh ben, c'est l'ADN qui le donne. Donc, à chaque fois, tu as 20 possibilités, quoi. Tu en choisis, c'est un des 20 acides aminés que tu dois mettre là, c'est un des 20 que tu mets là, un des 20, un des 20. Et donc, ça donne des milliers, des millions de possibilités. Parce que la chaîne, elle peut faire 1500 acides aminés. Et à chaque fois, tu prends un des 20. Et si tu en changes un, ça change tout. Vous voyez l'idée? Donc, on est capable de fabriquer plein de protéines différentes à partir de ces 20 acides aminés, selon l'ordre dans lequel tu mets, la longueur du truc. Ok? Donc ton ADN, on verra comment, mais ton ADN te donne l'info de où tu mets quoi. Quel acide aminé tu mets à quel endroit. Ensuite, par sa position, ça va soit donner une structure en hélice, soit une structure en feuillet. Et puis ensuite, ça va se replier, parce qu'il y a des parties qui vont être attirées les unes par les autres, et des parties qui sont repoussées. Et donc ça se replie pour donner une structure tertiaire qui est une structure en 3D. La protéine, c'est un truc en 3D. Là, une protéine, ça ne sert à rien. C'est une structure 3D. Ça va? La structure quaternaire, c'est quand vous avez plusieurs structures 3D qui s'assemblent pour donner un truc plus gros. Ça va? Donc la structure quaternaire, c'est juste plusieurs protéines, en tout cas polypeptides, donc plusieurs petites protéines, si on veut, qui s'accrochent entre elles pour former la protéine finale. C'est un assemblage de plusieurs morceaux. C'est clair pour tout le monde? Ici, c'est l'illustration de ces liaisons-là.
en disant, ben, on va avoir, dans un premier temps, c'était le collier de perles du slide d'avant, hein, qui va s'organiser en hélice ou en feuillet. Donc ça c'est l'hélice, ça c'est la version feuillet. Ensuite, en hélice ou en feuillet, il y a certaines parties qui vont être attirées, donc ça c'est différents radicaux possibles, hein. Ça c'est un radical, ça c'est un autre radical. Et vous voyez qu'il y a un radical qui termine par NH3 ou un radical qui termine par O-, ils sont attirés les uns aux autres. Les soufres aussi, ils s'attirent les uns les autres pour faire ce qu'on appelle les ponts disulfures. Et les liaisons hydrogènes, même chose. On va aussi avoir des ponts hydrogènes. Ça aussi, ça va s'attirer les uns avec les autres. Et donc, ça va donner, ici on a un autre type de liaison, mais donc vous comprenez qu'il y a des éléments qui sont attirés les uns aux autres et donc du coup qui vont s'accrocher. Et selon où ils sont dans la chaîne, ça change la forme. Ensuite, il y aurait des simples qui se recroquevillent pas spécialement sur eux-mêmes. Par exemple ici, cette chaîne de polypeptides qui est juste en hélice. Et ça, c'est, vous voyez, la version plus complexe où vraiment il y a des hélices et des feuillets qui se replient l'un sur les autres. La structure tertiaire, c'est orange, le truc rose et l'autre truc rouge derrière. Ça, c'est la structure tertiaire. La structure quaternaire, c'est l'ensemble. Ils se sont assemblés entre eux pour former, et en l'occurrence ici, c'est pour former l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine, on le trouve où l'hémoglobine? Dans le sang. Hein, c'est ce qu'on va trouver dans les globules rouges, c'est mon fameux transporteur d'oxygène. Okay, c'est lui qui transporte l'oxygène. Et comment il transporte l'oxygène? Parce que c'est une grosse 4 sous-unités, donc 4 parties qui ont chaque fois à l'intérieur, on verra, une structure particulière qui permet d'accrocher l'oxygène. Et donc là, c'est bien 4 morceaux de polypeptides qui s'accrochent pour former une grosse protéine qui s'appelle l'hémoglobine. Ça va? Et en l'occurrence, ici, c'est 4 trucs identiques qui s'accrochent ensemble. Donc, les protéines, on verra qu'elles ont plein de rôles. Ici, le rôle de l'hémoglobine, c'est le transport d'oxygène. Mais il y a plein d'autres rôles. Les protéines, elles jouent des rôles de catalyseurs. C'était comment dans l'histoire de catalyser? Vous vous souvenez, les anabolisants, catabolisants? Ça permettait, ouais, on avait vu soit de fabriquer, soit de casser. Mais j'ai pas compris, l'hémoglobine, c'est quelle protéine? L'hémoglobine. Non, mais c'est tertiaire ou... Ah, ça, la version totale, c'est quaternaire. C'est pas une protéine quaternaire, c'est la structure quaternaire de la protéine. Et la protéine, c'est l'hémoglobine. Okay, l'hémoglobine, elle a une structure primaire, une structure secondaire, une structure tertiaire et une structure quaternaire. Ça va? Pratiquement tout arrive au moins jusqu'à la tertiaire. Hein. Quaternaire, c'est quand elle s'assemble, mais tout arrive jusqu'à la structure primaire. Du coup, est-ce qu'elle influence la structure tertiaire? C'est qui met bien sûr? Oui. Ah oui, le fils. Puisqu'on a dit, selon où est placé tes petits aimants, là, selon où est ton acide aminé, ben, ça change sa forme finale. Donc on est bien d'accord que la structure primaire, elle influence la structure quaternaire. Ça, c'est aussi typique de la question des arbres. Et donc, ta recette dans ton ADN, elle a intérêt à être bonne si tu veux fabriquer des protéines qui ont la bonne forme. Qu'est-ce qui se passe si la protéine n'a pas la bonne forme? Elle ne va pas fonctionner, elle ne sert à rien. Okay, et c'est ça, en fait, très souvent lié à... C'est la conséquence d'une mutation génétique. Okay, tu vas avoir, par exemple, la mélanine, on en a déjà parlé. La mélanine, c'est aussi une protéine qui permettait la pigmentation de la peau, protection du noyau contre les rayons UV, vous vous souvenez? J'avais parlé de dire, ah ben tiens, soit tu as un incitant externe qui te fait déclencher ta synthèse de mélanine, soit tu fais de la mélanine tout le temps, okay, soit tu as une sorte de mi-chemin. Cette mélanine, en réalité, elle ne se fabrique pas en une fois. Ce n'est pas une protéine où tu as la recette de la mélanine dans ton ADN et boum, tu mets les acides aminés et paf, tu as fabriqué de la mélanine. C'est par étapes. Okay, donc on va avoir la recette pour ce qu'on appelle un polypeptide, donc un enchaînement d'acides aminés, et puis il va suivre une chaîne de réactions. Et alors c'est là que ça devient bizarre. Ce sont des protéines qui vont permettre cette chaîne de réaction, qui vont cataboliser. Donc si vous voulez, vous avez un début de protéine.
pour qu'elle avance dans la chaîne de fabrication, il faut lui rajouter une autre partie. Ce qui permet d'accrocher ces deux parties entre elles, c'est une protéine. C'est une autre protéine qui a une forme particulière et qui permet de rassembler les deux au bon endroit et puis de permettre de faire clic, la liaison va se faire. Vous voyez l'idée? Donc en gros, elle va avoir une forme de puzzle. Vraiment, c'est comme les trucs pour les enfants, là, un trou dans un rond dans un rond, un carré dans un carré, c'est exactement la même chose. Elle va avoir une forme qui va permettre à une partie de s'accrocher, à l'autre partie de s'accrocher, et il s'accroche. C'est pas au hasard des choses. Vous n'allez pas avoir un morceau de molécule qui flotte et qui rencontre l'autre morceau de molécule. Non, ça marche pas. Donc on a d'autres protéines qui permettent de fabriquer elles-mêmes des protéines. Vous comprenez un peu l'idée? Dans cette chaîne de réaction, deux possibilités. Tu ne fabriques pas la matière première, la chaîne 1. Tu ne la fabriques pas, bah, du coup, il ne peut pas faire sa chaîne de réaction. Tu es d'accord avec moi? Tu ne sais pas fabriquer parce que tu n'as pas la matière première. Ça, par exemple, si tu n'as pas la matière première, ou tu ne sais pas fabriquer de mélanine, mais en fait, cette matière première, tyrosine, enfin, c'est pas grave, on ne va pas aller dans les détails, cette matière première, elle doit aider à fabriquer aussi d'autres protéines, pas que la mélanine. Donc si tu ne l'as pas, a priori, tu as des gros problèmes de santé. Des très gros problèmes de santé. Tu ne fabriques pas de mélanine, mais quelque part, ce n'est pas ton pire problème. Autre possibilité, tu as la matière première, tu as la protéine pour faire l'étape 1, tu as la protéine pour faire l'étape 2, mais tu n'as pas la protéine pour faire l'étape 3. Okay? Tu ne fabriques pas cette protéine-là. Donc ton problème, ce n'est pas la matière première, c'est qu'il te faut chaque fois une protéine pour chaque étape, et il y a une de ces protéines que tu ne fabriques pas. Si tu ne fabriques pas cette protéine, ça veut dire que tu vas avancer jusqu'à un certain stade, donc ta tyrosine elle va changer, elle va se modifier, elle va se mettre avec quelque chose, elle change de forme, et là, hop, hop. Et puis là, elle arrive à un stade où elle est bloquée. Elle ne sait pas continuer jusqu'à fabriquer de la mélanine. Si elle est bloquée et que tu ne sais pas fabriquer de la mélanine, ça veut dire que ce que tu as fabriqué jusque-là, il peut servir peut-être pour d'autres réactions. Donc là, tu n'as pas trop de problèmes de santé. Mais par contre, la mélanine, tu n'en fabriqueras pas. Résultat, c'est ça l'albinisme. Mais l'albinisme, il peut se situer à l'étape 3, mais comme il y a 7 étapes. 7 ou 9, je ne sais plus, j'oublie. Il peut se situer à l'étape 3, comme à l'étape 4, ou à l'étape 5, ou à l'étape 6. Et on est d'accord que selon où se situe le problème, ben, tu auras plus de problèmes. Puisqu'à chaque fois, tu fabriques un truc qui va te servir pour fabriquer de la mélanine, mais aussi pour fabriquer autre chose. Hop, tu fabriques autre chose, tu avances vers la mélanine, mais ça aussi, ça sert à autre chose. Et donc, plus tôt tu es bloqué dans la chaîne, plus tu as de problèmes de santé, parce que ça veut dire qu'il y a déjà un autre précurseur, quelque chose avant, l'étape 3, 4 et 5, tu ne les fabriques pas, et eux, ils ont probablement un rôle à jouer dans ta santé, et donc ça, tu vas avoir d'autres problèmes de santé. Donc plus le problème est tard dans la chaîne de réaction, plus le résultat va être bénin. Ce sera juste un manque de mélanine, rien de dramatique non plus. Vous comprenez un peu l'idée? Donc une mutation génétique, elle peut avoir lieu à différents endroits et donner la même conséquence parfois. Okay? Parce que certaines protéines, elles sont fabriquées par une chaîne de réaction. Ce n'est pas en une fois que je fabrique ma protéine. Okay? Mais par contre, pour fabriquer ta protéine finale, tu as besoin de protéines intermédiaires. Pourquoi je dis ça au début? Parce que les protéines, tout le monde voit un steak. Steak, il y a source de protéines. Et on ne voit pas du tout à quoi ça sert. Mais ok, dans un steak, il y a des protéines, mais les protéines dans votre corps, elles servent à plein de trucs. Il y en a partout. C'est le truc le plus important. Les graisses, tout le monde connaît, les sucres, tout le monde connaît, les protéines, tout le monde s'arrête au steak. Mais en réalité, les protéines, ça a un rôle dans tout. Ta cellule, ça fait sortir des trucs, rentrer. On avait vu dans la respiration, je vous ai dit, les H qui sortent et puis ils re-rentrent par l'ATP synthase. C'est une protéine. Ça, c'est une protéine. Elle est transmembranaire, elle est à travers la membrane, c'est une protéine. Donc les protéines, elles ont des rôles multiples. Elles permettent de faire des réactions, elles permettent le transport de certains éléments, elles permettent de couper certains éléments, de coller certains éléments, de transporter comme un signal, de servir de signal pour donner des infos. Mais les protéines, elles ont un rôle gigantesque de vous protéger. La mélanine, c'était pour protéger le noyau. Donc il y a plein de rôles au niveau des protéines. Et même certaines protéines permettent de fabriquer d'autres protéines. Okay? Mais par contre, la recette de ces protéines, elle est dans mon ADN. Elle est en amont pour la fabriquer correctement. Et elle va faire sa vie et faire ce qu'elle a à faire. Soit aider à fabriquer d'autres protéines, soit transmettre un message, soit plein de trucs différents.
Ok? Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est vraiment le rôle et tous ces rôles qu'elle joue, c'est toujours en fonction de sa forme. C'est toujours parce qu'elle permet, elle a la bonne forme pour faire venir ça et ça. Ok? Même chose, on avait vu sortie ou rentrée de H+, là les protéines qui sont dans les membranes, elles aussi, elles ont une forme. Elles font sortir par exemple que le H. Donc elles ont la forme du H. Tout le H il rentre, il sort. Les autres éléments, ils viennent pas, ils peuvent pas passer. Elle a la bonne forme. Et elle est fonctionnelle que c'est la bonne forme. Donc vraiment, les protéines, elles ont il y a une importance réelle de la forme et donc de l'agencement, donc de l'ordre dans lequel tu mets les acides aminés. Et donc, je vous disais, si elles sont mal agencées, soit c'est parce qu'elles ont été abîmées par la suite, soit c'est parce que la recette n'était pas bonne. Et une recette pas bonne, c'est ce qu'on appelle une mutation génétique. Ça va? Donc les mutations génétiques, c'est ça en fait. C'est que du coup, tu fabriques des molécules qui sont pas bien formées, qui ont un rôle à jouer ou bien qui ont un rôle à jouer pour fabriquer d'autres molécules et qu'elles ne savent pas jouer ce rôle-là et donc elles bloquent la synthèse d'autres éléments. Ça va? Ouais? Donc, mutation génétique, ok, ouais, donc j'ai déjà un petit peu introduit la suite, mais c'est très bien, quaternaire, ok. À nouveau, l'hémoglobine par exemple, elle a une forme particulière. Hein, donc ça s'enchaîne dans le bon ordre. Donc de nouveau, là, tu as la recette de l'hémoglobine dans ton ADN et ça te met tes acides aminés au bon endroit. Ok? Si maintenant, tu as une erreur génétique, et vous regardez, il y a une différence, hein, c'est pas le même acide aminé. Les autres sont tous identiques, mais cet acide aminé, c'est pas le bon. Donc dans ton code génétique, il te dit de mettre cet acide aminé-là au lieu d'un autre, et donc il remplace un acide aminé. La chaîne n'étant plus la même, la forme finale ne sera plus la même. Du coup, tu as une hémoglobine qui n'a pas la même forme que l'hémoglobine standard. On a vu qu'une sorte de gros paquet. Ce gros paquet, il est dans ton globule rouge, et il forme ce sorte de coussin. Là. Vous voyez, on voit toujours une sorte de coussin creux là, pour les globules rouges. Eh bien, c'est l'hémoglobine qui prend la bonne forme. Les 4 parties là, qui chacune vont pouvoir prendre de l'oxygène et le transporter. D'accord? Ici, quand elle est mal formée, juste parce qu'il y en a un qui n'est pas au bon endroit, et bien du coup, elle ne fait pas ce truc 3D, et tu ne sais pas mettre les 4, la structure quaternaire, tu as quelque chose qui est plutôt allongé. Ça n'a pas la forme du petit coussin. Ça a quelque chose... Et donc, c'est ce qu'on appelle les globules rouges sous forme de faucille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on a une déformation des globules rouges, eh bien, tout simplement, ils n'ont pas leur forme normale. Et donc, dans les tout petits capillaires, les tout petits vaisseaux sanguins, ceux-là, ils fonctionnent vraiment comme des coussins. Bon, ils sont un peu mous comme ça. Ceux-là, ils sont beaucoup moins mous. Et donc, quand ils vont arriver dans des vaisseaux sanguins normaux, ça va. Mais quand ils vont arriver dans les tout petits capillaires, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne seront plus passés, parce qu'ils ne sont pas souples. Et donc, ils bloquent. Si tu bloques un capillaire, c'est comme un castor qui fait un barrage, quoi. Derrière, il n'y a plus de sang. Il y a du sang qui passe, mais pas de globules rouges. On est d'accord? S'il n'y a pas de globules rouges, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il amène quoi le globule rouge? L'oxygène. Pas de globules rouges, pas d'oxygène. On en revient au chapitre juste avant. Quand ton corps n'a pas d'oxygène, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas mitochondrie et aérobiose machin. Il fait l'autre version, c'est quoi? L'acide lactique. Les personnes porteuses de cette mutation génétique, elles ont des douleurs de dingue. Hein, elles ont des douleurs de dingue au niveau musculaire. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir des endroits qui vont se retrouver pauvres en oxygène, parce que le globule rouge n'arrive pas jusque-là, et du coup, elles vont avoir des crampes et des douleurs. C'est la plus grosse douleur, en fait. Enfin, c'est le pire de... T'as rien à me dire? Donc ça, c'est quelle maladie? Avoir les globules rouges sous forme de faucille. Drépanocytose. Drépanocytose, maladie qui est largement plus répandue sur le continent africain que sur les autres continents, et principalement en Afrique noire, subsaharienne. Pourquoi? Pourquoi il y aurait plus de drépanocytose là que ailleurs? Là, je vais faire un petit truc sur Darwin, mais ça va durer 2 secondes, vous allez comprendre. Pourquoi il y aurait plus en Afrique
La nature est bien faite. Hein. La nature, elle est bien faite. Donc, pourquoi il y en aurait plus en Afrique subsaharienne qu'en Europe ou en Afrique du Nord? Il y a moins de drépanocytose au Maroc, par exemple, au même continent. Quoi. Alors toi tu dis ça pourrait être le soleil. Alors ça on a déjà expliqué avec la régulation. Et c'est pas mal, ça permet de rebondir. Vous avez dit la régulation de la fabrication de mélanine, elle est liée à l'ensoleillement. Au fur et à mesure de millions d'années. En gros, si tu n'as pas besoin de fabriquer tout le temps de la mélanine, il y a un moment ton corps il a dit bon, j'arrête d'en fabriquer, j'en fabriquer quand ça sera nécessaire. Vous vous souvenez? Donc c'est une adaptation. Ici, en réalité, la particularité de ces globules rouges qui ont une forme qui n'est pas la bonne, c'est que du coup, ils ne peuvent pas être parasités par la malaria. La malaria, c'est un parasite. Hein. C'est un petit parasite qui vient parasiter vos globules rouges. Et en fait, sous forme de faucille, ils ne maîtrisent pas. Donc en fait, les gens qui ont la drépanocytose, ils sont plus résistants à la malaria. Ça leur donne un avantage par rapport à la malaria. Et donc dans les zones où il y a énormément de malaria, et donc il y a beaucoup de décès à cause de la malaria, ceux qui vont survivre sont ceux qui ont les globules rouges, qui n'ont pas la forme normale. On est d'accord? Donc ils vont avoir des grosses douleurs, ils ont d'autres problèmes de santé, hein, mais ils vont survivre, en tout cas ils ne vont pas mourir de la malaria, et donc du coup la proportion dans les zones, alors le Cameroun vous donne bien hein, dans la malaria, moi j'ai mis le pied, il m'a attaqué direct. 2 semaines après, avion retour. C'est fini. Donc, si vous regardez le sud du Tchad et le nord du Cameroun, là, c'est une zone D pour la malaria. Donc, c'est endémique, c'est de là que ça vient. Quoi. Donc, il y en a plein. Surtout le falciparum, qui fait bien mal. Et bien, là, par exemple, vous allez avoir plein de personnes qui sont porteuses de ça parce que la malaria est principalement dans cette zone-là. Tu as une chance sur 2 d'y passer. Quoi. Je ne connais pas la proportion, mais si tu n'es pas soigné, ça se passe vraiment mal. Et donc, dans l'évolution, on ne parle pas des 50 dernières années, on parle des milliers d'années, ça a créé un avantage sélectif. Les gens porteurs de cette malformation survivaient à la malaria, avaient donc des descendants, des enfants, ces enfants porteurs du même, comme on leur transmet de l'ADN, porteurs de la même malformation génétique. Et donc eux aussi ayant des enfants. Et donc c'est comme ça que la proportion du coup a grandi, puisque les autres, ils mouraient, beaucoup mouraient enfants déjà à cause de la malaria. Vous comprenez un peu l'idée? Donc on va avoir ici une malformation, mais qui crée un avantage, et du coup cette malformation va augmenter dans la population. Raison pour laquelle il y a plus de drépanocytose dans les zones en fait endémiques à la malaria, là où il y a beaucoup de malaria. Le problème évidemment de cette maladie, c'est qu'elle est mortelle aussi. La drépanocytose, c'est au-delà d'être ultra douloureux, c'est surtout mortel. Okay. Et donc c'est tout simplement lié de nouveau à une protéine qui n'a pas la forme qu'elle est censée avoir. L'hémoglobine n'a pas la bonne forme, et ça coince tout. Elle est pas, du coup c'est pas souple, du coup ça bloque dans les petits capillaires, du coup un enchaînement comme ça par exemple. Donc ça c'est juste pour vous illustrer l'importance de cette forme de protéine. Chaque fois je pose comme question, et la structure ternaire, on se dit on s'en fout de la structure. Non, on s'en fout pas, ça change tout. Si elle n'a pas la bonne forme, ça ne fonctionne pas. Ok? Et on a plein d'exemples comme ça, de ça n'a pas la bonne forme et ça ne fonctionne pas. Et on va s'arrêter là, puisqu'il est -5 et j'ai quand même vous laisser un petit peu respirer. On reprend dans 1 heure, ça va?